Donc bonjour, déjà pour nous présenter, nous sommes Sydney Gidé et Charline Grossard. Charline, je ne sais pas si tu veux te présenter en premier. Allez, on fait les politesses. Moi je suis Sydney Gidé, je suis game designer chez Poppins. Mon métier, parce que souvent les gens ils s'imaginent qu'un game designer c'est quelqu'un qui dessine et en fait c'est quelqu'un qui conçoit des jeux et je ne sais pas dessiner, à mon grand désespoir, mais bon. Et donc Charline. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Charline Grossard, je suis orthophoniste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je travaille en collaboration avec Poppins. L'hôpital travaille en collaboration avec Poppins depuis maintenant plusieurs années et donc du coup on les a aidés dans la création du programme thérapeutique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, l'idée de cette présentation, en fait, peut-être qu'il y en avait l'année dernière qui étaient ici et qui ont vu quand on a présenté le programme Mila. Je ne sais pas, à main levée, on peut tenter. J'ai l'impression que... Ah ouais. Merci beaucoup. Donc je vais faire un rappel des épisodes précédents quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses en une année. Comme on a un peu blagué dessus, avant on s'appelait Mila, aujourd'hui on s'appelle Poppins. Et on va peut-être vous expliquer aussi pourquoi ce changement de nom. L'ancien produit qui s'appelait Mila Learn, c'était un outil de remédiation des troubles spécifiques des apprentissages. Alors pour la parenthèse, quand vous voulez en faire une abréviation, c'est TSAPP, il faut préciser, parce que sinon c'est troubles du spectre autistique, c'est pas du tout la même chose. Et par un entraînement rythmique sous forme de jeu. Donc pour beaucoup, et j'ai échangé avec quelques personnes sur le salon qui se sont dit, en fait, le lien entre j'écris et je fais de la musique, ça me paraît pas si évident que ça. Donc on va faire une petite raison du pourquoi et du comment. Donc pourquoi la musique? Donc il y a pas mal d'études, le sujet des effets de la musique sur globalement le cerveau et même au-delà de ça sur le corps, c'est un peu un sujet qui passionne depuis les années 2000 et il y a eu beaucoup d'études depuis les années 2010 sur vraiment spécifiquement musique et dyslexie. Donc globalement, ça partait d'un constat avant de se poser sur la dyslexie qu'on constatait des bénéfices grâce à la musique sur le cerveau. Donc déjà une augmentation de la mémoire. Bon, ça paraît un peu évident parce qu'en général, les musiciens, ils apprennent par cœur les partitions avant de les jouer sur scène. La motricité. Ça, c'est plus compliqué parce que rien que le fait d'écouter de la musique va augmenter la motricité, va améliorer la motricité. Je peux vous conseiller, la Philharmonie de Paris a fait une super conférence sur musique et éducation où il y a un biologiste qui vient expliquer le lien entre le fait d'écouter de la musique et le développement du cortex moteur. Je vous invite à regarder cette conférence au lieu de lui voler son travail. Sur les émotions, ça classique, la musique adoucit les mœurs. Bon, ça peut aussi rendre agressif ou de mauvaise humeur, mais voilà. Globalement, par contre, ce qu'on constate, c'est que par le fait de jouer de la musique, le jeu, l'interprétation, en fait, il y a une meilleure régulation des émotions chez les musiciens, globalement. Et enfin, et ce qui nous intéresse particulièrement chez Poppins, et à l'époque chez Mila, c'était sur le langage, avec finalement un constat qui était que les airs de Broca et les airs de Wernicke étaient plus développés chez les musiciens, et plus spécifiquement, ce qui nous intéresse, nous, c'est le faisceau arqué, qui est en fait un réseau d'axones qui vient relier ces deux airs-là. En fait, on s'est rendu compte que, donc c'est des études notamment menées par Michel Habib à la Timone, ce qui était vraiment développé et sollicité par la musique, c'était ce réseau d'axones. Donc les axones, je vous ai fait le rappel, vous avez les neurones, vous avez les synapses, et en fait les axones, c'est juste le chemin. Et c'est en fait le fait d'avoir plus d'axones et un réseau donc arqué plus développé, ça veut juste dire qu'il y a plus de connexions entre les deux aires. Donc la musique, juste faire de la musique, ça ne va pas vous développer l'air de Wernicke ni l'air de Broca. Par contre, ça va augmenter les connexions entre elles et donc favoriser par contre un terrain pour mieux développer ces deux aires du langage. Oui, j'ai pas du tout précisé, c'est des aires du langage Wernicke et Broca. C'est là que c'est mieux d'avoir une orthophoniste avec nous. Donc, fort de ce constat, alors je ne vous refais pas la présentation de la littérature, je l'avais faite l'année dernière, mais aujourd'hui on vient vous présenter quelque chose d'un peu plus intéressant dans la suite de la présentation. Il y avait déjà beaucoup d'études qui en fait comparaient des groupes d'enfants dyslexiques versus des groupes d'enfants dyslexiques qui pratiquent de la musique.
des groupes de neurotypiques versus des dyslexiques qui font de la musique, enfin voilà, et on se rendait compte en fait globalement qu'il y avait un bénéfice général, c'est-à-dire qu'un neurotypique va avoir des bénéfices cliniques, un dyslexique va avoir des bénéfices cliniques par la pratique de la musique. Donc ce qui en a été fait de ces études-là, parce que c'est bien de dire qu'il faut pratiquer la musique, mais du coup il faut pratiquer la musique, c'est une application qui venait faire pratiquer le rythme. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle. On va refaire à main levée. Bon, bon bah, comme ça, je peux vous refaire un peu l'idée. La terminologie en musique, elle est très floue, globalement. Qu'est-ce qu'une harmonie? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce qu'un rythme? C'est des choses, en fait, il n'y a pas de littérature figée. C'est en fait essentiellement culturel. Donc, moi, ce que je propose, alors pas moi tout seul, hein, globalement, là où j'ai étudié la musique, on disait il y a 3 choses. Il y a la pratique du rythme, qui est bêtement les jeux de répétition, les jeux de synchronisation, etc. Et après, il y a la lecture de partition, l'écriture de partition, qui sont d'autres tâches. Nous, on s'est axé sur finalement ce qui est le plus accessible pour les enfants, c'est-à-dire la pratique du rythme. Donc, comment on la décompose? On a 3 activités. On va avoir les tâches de synchronisation. Donc ça, tout simplement, je répète un rythme ou juste je bats la mesure et vous vous mettez à battre la mesure avec moi. C'est juste une tâche de synchronisation. Les tâches de répétition, je joue un rythme, vous le faites juste après moi. Je ne vous le fais pas faire, je vais être gentil. Je ne vais pas faire venir quelqu'un sur scène. Non. Et le plus compliqué, qui est la tâche de complétion rythmique. Alors ça, c'est un peu plus difficile à expliquer. Pour le faire simple, il y a un rythme classique, par exemple, qui s'appelle le Honras gratis. Pour ceux qui connaissent Roger Rabbit, vous allez voir de quoi je parle. C'est tout simplement pam, padadam, pam. Et à la fin, il vient, voilà, merci. Ça, c'est tout simplement un exercice de complétion. Ça veut dire que vous maîtrisez le rythme en question et vous savez quand intervenir pour le conclure. Donc, Mila Learn, donc le produit que j'ai présenté l'année dernière, contenait ces 3 activités-là, plus 2 activités qui venaient faire travailler quand même un tout petit peu la lecture et globalement la conscience phonologie. L'exercice de lecture flash, c'est-à-dire je vous expose un mot et vous devez le retrouver parmi une multitude de mots qu'on appelle des distracteurs, donc qui ne sont pas le même mot. Et un exercice qui était sous forme d'exercice rythmique, mais qui venait solliciter l'enfant plutôt sur la conscience phonologique, donc avec un petit personnage qui chante des syllabes. Les syllabes, elles sont écrites, et vous devez les répéter. Et donc ça vient, là je vous ai mis la version facile avec la, mais au bout d'un moment ça met fanfan, fanfan, phem, fan, fam, enfin toutes les façons dont vous pouvez l'écrire pour solliciter l'enfant là-dessus. Donc l'année dernière, quand je vous ai présenté ça, on s'est quitté sur il y a une étude clinique en cours et c'est tout. Et donc aujourd'hui on va vous présenter le retour de cette étude clinique. Merci. Du coup, donc l'étude clinique, on l'a fait. Donc le centre investigateur, c'était la Pitié-Salpêtrière, le centre investigateur principal, mais il y a eu aussi 2 autres centres qui ont travaillé sur cette étude clinique. Donc c'est une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, bref, c'est-à-dire que ça respecte les plus hauts standards en termes de ce qu'on demande en termes de niveau de preuve pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. On a 154 enfants que je remercie encore aujourd'hui d'avoir essayé le jeu pendant quasiment 1 an. Qui ont joué du coup, donc on les a recrutés sur 1 an, ils ont joué pendant 2 mois, 5 fois 25 minutes par semaine. Et donc les enfants, soit ils essayaient le jeu Mila, soit ils essayaient un jeu placebo. Voilà, donc comme ça nous permet d'être sûr que c'est pas un effet juste parce qu'on s'occupe des enfants qu'on voit quelque chose, mais c'est bien parce que c'est le jeu Mila qui apporte quelque chose de plus. On a du coup regardé un peu ce qui se passait pour ces enfants et voilà, en gros, nos résultats. Donc, je vous la fais courte parce qu'on va en reparler cet après-midi sur la table ronde. Ah oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors, ouais, bien sûr. Donc, c'est des enfants du CE1 au CM2. Et alors oui, il y avait une petite particularité, je ne comptais pas m'étaler dessus, mais c'est avec plaisir que je réponds à la question. Il y avait une petite particularité, c'est qu'on a demandé que les enfants ne fassent pas d'orthophonie. Donc là, on a pris
que des enfants qui n'étaient pas suivis, c'était uniquement parce que du coup, ça nous permet d'être sûr. En fait, c'est très compliqué parce que les prises en charge en orthophonie sont très variables. Donc, comme elles sont très variables, c'est très difficile de contrôler cette donnée-là. Donc, la meilleure façon pour la contrôler pour nous, c'était qu'on n'ait pas d'orthophonie à ce moment-là. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en attente d'une prise en charge en orthophonie. Donc, en fait, c'était compliqué de prendre des enfants en attente de prise en charge, des enfants en prise en charge, etc. Donc, on a pris au plus simple. On ne prend pas d'enfants suivis en orthophonie. Comme ça, on est sûr que ce qu'on voit, a priori, c'est le jeu et pas d'autres différences dans la prise en charge des enfants. Ça répond à votre question? Pas tout à fait. Oui, tout à fait. C'était ça l'idée. Non, c'est que des enfants dyslexiques. Ouais, tout à fait. Non, bien sûr. Ah oui, excusez-moi, pour moi, ça me paraît tellement évident. Et pas du tout, pas du tout. Donc, comme quoi, il faut bien le préciser. Non, c'est tous des enfants dyslexiques. Tous. Ils sont tous dyslexiques. Il y avait pas de... On n'a pas enlevé les enfants qui avaient, par exemple, un TDAH ou les enfants qui avaient une dyspraxie associée. Ou en fait, on a pris... Il fallait qu'ils aient tous un diagnostic de dyslexie qui a été vérifié par l'hôpital. Et une fois qu'ils avaient le diagnostic de dyslexie, ils pouvaient avoir des troubles associés. Parce qu'on sait que ça arrive très fréquemment, donc du coup, on voulait être au plus proche de ce qui arrive en clinique. Voilà. C'est bon cette fois? C'est pas mal? Ok. Genre, n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Mais j'en reparle cet après-midi, on refait le point plus précisément sur cette étude-là. Donc, dans nos résultats, on a évalué la lecture, on a évalué l'écriture, on a évalué la phonologie, on a évalué les fonctions exécutives. Pour être très rapide dessus, on a des résultats qui sont plutôt assez encourageants, on est plutôt très contents. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants, ils s'améliorent en lecture de mots. Voilà, donc ils lisent plus vite et ils lisent mieux. Voilà. Vraiment, dans le groupe Mila, par rapport au groupe placebo, la progression, elle est plus importante. On a aussi d'autres choses, c'est qu'on voit que chez les enfants qui étaient considérés comme étant les plus sévères, c'est-à-dire les enfants qui ont eu les moins bons résultats en lecture à la base, par rapport à leur tranche d'âge. Donc ceux qu'on considérait comme les plus sévères sont aussi ceux qui ont le plus progressé en phonologie. Donc c'est cette capacité à identifier un son dans un mot. Voilà. Donc c'est ceux qui ont le plus progressé aussi avec le jeu Mila. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose qui après arrive sur la lecture. Il nous reste encore beaucoup à faire pour nous assurer que c'est bien, qu'on a bien réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Oui ? Alors les enfants, en fait, on les a vus 3 fois, mais là, je vous ai montré juste le premier et le deuxième. Ça, la première évaluation, c'est avant qu'ils commencent à jouer. La deuxième, c'est une fois qu'ils ont fini. Donc on a une progression dans les deux groupes, ce qui est normal. Les enfants vont à l'école, ils avancent aussi, donc c'est normal qu'il se passe des choses. Mais la progression, elle est plus importante quand ils jouent au jeu Mila que quand ils jouent sur le jeu placebo. Ouais, ici, il démarrait un peu au-dessus. Mais en fait, si vous regardez, c'est pas énorme. En fait, il y a une différence à peu près de 4 mots lus de plus dans le groupe. C'est juste qu'on vous a fait le graphe, vous voyez, en très zoomé. Mais en fait, la différence, elle n'est pas énorme à la base dans les deux groupes. On a regardé, ils sont équivalents à la base en termes de sévérité et en termes de niveau de lecture. Donc, on n'avait pas de différence à la base. Ça, c'est pas significatif. Par contre, leur progression, elle est significativement meilleure. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Je m'interromps sans problème. Ouais. Ah. Est-ce que c'est parce que ça s'est arrêté? C'est moi qui ai fait une bêtise? Ah, t'es incroyable. Oui, bien sûr. Il y a 2 mois. Ouais, les enfants, ils ont joué 2 mois. Le troisième test, on l'a refait plus tard, exactement, pour voir si ça perdurait dans le temps. Ouais. Je voulais pas présenter aujourd'hui, parce que ce qui nous intéressait, c'était beaucoup ça, mais a priori, il n'y a pas beaucoup de changements entre T2 et T3. On a le poster aussi de l'étude clinique qui explique plus en détail. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir sur le stand pour nous permettre d'en Ouais. Et puis il y aura une publication scientifique aussi là-dessus, et là, on détaillera vraiment la totalité des résultats dedans. Donc, on se retrouve avec des résultats qui sont plutôt hyper encourageants. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, le rythme, ça a l'air d'aider les enfants à s'améliorer au niveau de la lecture.
Il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties en mars 2021 par le Collège français d'orthophonie. Le Collège français d'orthophonie, en gros, il dit voilà, la prise en charge en orthophonie, il faudrait qu'elle s'oriente autour de 3 actions. Une action qui est plutôt curative, une action qui est plutôt adaptative, une action compensatoire. Compensatoire, on va tous voir ce que c'est tout ce qui est correcteur orthographique et trucs comme ça. Tout ce qui est curatif, c'est vraiment en gros traiter les compétences à la base, c'est-à-dire les compétences qui sont déficitaires. Les compétences adaptatives, c'est plutôt se reposer sur des compétences qui sont déjà bonnes et les développer plus pour aider l'enfant à aller encore plus loin là-dedans et du coup à compenser ses difficultés. Donc, nous, jusqu'à présent, quand on s'intéressait uniquement au rythme, on était plutôt sur un travail qui était plutôt curatif, c'est-à-dire on va chercher les compétences à la base qui sont pas parfaitement efficientes chez les enfants dyslexiques. Quand on travaille le rythme, on travaille ce qu'on appelle les processus sous-jacents. Des processus sous-jacents, vous avez évidemment le traitement des sons, vous avez du visuo-attentionnel, vous avez toutes ces choses-là surtout. Mais le Collège français d'orthophonie dit que ce n'est pas suffisant de travailler juste les processus sous-jacents, il faudrait aussi travailler des processus d'identification de mots écrits, c'est-à-dire le lien entre la lettre et le son, en gros, le travailler directement. Donc vous l'avez vu, il y avait déjà quelques jeux qui étaient là-dessus en fait, dans la première version de Mila. Et puis il y avait l'idée aussi d'aller renforcer encore plus, alors je vous ai mis compensation du lecteur, mais c'est tout ce qui est compétences adaptatives, donc d'aller renforcer des choses qui sont déjà acquises. Donc ça, c'est ce que dit le Collège français d'orthophonie. Du coup, avec Mila, on était plutôt placé ici, et avec le nouveau programme, on essaie de se placer plutôt là, c'est-à-dire de prendre en compte tout ce qu'ont proposé les orthophonistes du Collège français. Du coup, le Collège français, il dit aussi plusieurs choses. Donc, il dit qu'il faut travailler sur ces processus sous-jacents. Donc, dans les processus sous-jacents, on a dit qu'il y avait la phonologie et le visuo-attentionnel. Donc, on a fait 4 axes, en fait, dans le nouveau programme. Un axe qui est plutôt sur j'écoute, donc on est plutôt sur de la phonologie. Un axe je lis, donc on est vraiment sur aller faire le lien entre le son et la lettre. L'axe j'écris, parce que si vous regardez aussi, c'est toujours pareil ces recommandations, ils vous disent qu'il faut travailler aussi bien dans le sens du son vers la lettre que l'inverse. Donc du coup, il faut travailler à la fois la lecture mais la transcription. Donc on propose ces 2 axes-là. Et puis on a voulu proposer aussi un axe qui est plutôt je comprends, comment je peux m'appuyer sur le sens et comment je peux m'assurer d'avoir bien compris ce que je suis en train de lire, qui est quand même quelque chose d'important quand on est en situation de lecture. On reste sur, toujours pareil, les recommandations du Collège français d'orthophonie. Je vous invite vraiment à les lire. C'est très très long, mais elles sont vraiment super intéressantes. Et à la fin, ils ont fait un récap des grands trucs importants qu'il fallait faire. Et c'est vraiment très bien fait. Donc ce qu'ils conseillent, c'est évidemment une prise en charge intensive. Maintenant, de plus en plus, on est assez d'accord sur le fait qu'il faudra une prise en charge intensive pour les enfants. Donc du coup, on est parti sur ce qui avait déjà été fait sur la première étude. Toujours des séances d'à peu près 20 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Toujours dans ce nouveau programme. On part sur des cycles de 3 semaines, parce que c'est pareil, c'est ce que recommande le Collège français d'orthophonie, en disant que quand on part sur un travail, on essaie de le travailler de façon intensive sur au moins 3 semaines, avant de passer à autre chose. Donc nous, on fait des cycles de 3 semaines, et par 3 semaines, on va travailler 2 axes maximum. C'est-à-dire que, pareil, le Collège français d'orthophonie dit ça ne sert à rien de faire plus de 2 tâches différentes en même temps. En fait, au bout d'un moment, sinon on surcharge l'enfant et on n'arrive pas à avancer forcément plus rapidement. Donc on s'est dit, ok, on prend à la lettre cette synthèse de la littérature qui est quand même très bien faite. Donc on va travailler 2 axes et toutes les 3 semaines, on change l'association de ces 2 axes pour changer de tâche. Tout en suivant évidemment un programme qui est construit par contre pour être progressif et s'adapter en termes de niveau de difficulté. Alors je vous ai beaucoup parlé de phonologie dans l'axe j'écoute, mais il y a aussi toute une partie visuo-attentionnelle qu'on a décidé de ne pas traiter en tant que tel au sein de jeux spécifiques qui travailleraient ça, mais par contre tous les jeux sont construits pour aller chercher cette capacité-là aussi. Donc en fait, dans nos jeux, même s'il y a de la phonologie, etc., on va rajouter de la recherche visuelle, il va y avoir, tu vas mieux présenter les jeux que moi, donc tu seras beaucoup plus clair, mais il va y avoir tout un tas de capacités visuo-attentionnelles qui vont être mises en œuvre lorsqu'on travaille sur les jeux. Mais ça, ce qui est bien, c'est que c'est caché à l'intérieur des jeux, les enfants, ils n'ont pas l'impression de le travailler de façon directe. Je vous passe toute l'info sur le choix non, je vous le passe pas, je vous le fais, sur le choix des items. Donc en fait, tous les items qui sont dans le nouveau programme, c'est-à-dire tous les mots qu'on a choisis, ils sont contrôlés en termes de fréquence et en termes de complexité orthographique. Donc on s'est basé, il y a plein de choses très bien faites pour maintenant savoir dans les manuels scolaires ce qu'on retrouve le plus, etc.
Ça s'adapte selon le niveau de lecture, c'est-à-dire qu'on sait faire la différence entre des niveaux qui sont plutôt des niveaux CP et des niveaux qui sont plutôt des niveaux CM2, 6e, etc. Voilà. Et on le fait, tous les exercices sont prévus pour associer à chaque fois la lettre et le son, puisque c'est les recommandations où on dit c'est ce qui fonctionne le mieux. Tout ça, c'est des ajouts, c'est-à-dire qu'on conserve les jeux de rythme, parce que quand même, on a des super résultats sur la première étude, donc on se dit que ce serait dommage de les enlever. Donc on conserve les jeux de rythme, mais on y ajoute du coup ces exercices pour essayer du coup d'être plus complet. Du coup, parce que là on vous a fait un peu le teaser en mode qu'est-ce qu'il y a dans l'application sans vous montrer l'application. Donc déjà, on ne va pas être dans la même direction artistique que nos slides. Donc on a quelque chose qui reprend quand même en grande partie les codes esthétiques de l'ancien Mila, en prenant aussi beaucoup de retours utilisateurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu le fameux Mila. Donc, parce qu'on a eu quand même pas mal de retours utilisateurs sur le ton qui était un peu trop enfantin, par exemple, ou ce genre de retour. Donc, c'est aussi des améliorations qualitatives. Le but, pareil, c'est dans les trucs qui nous paraissent évidents et du coup on ne le dit pas. Le but, c'est quand même que ce soit une expérience agréable pour l'enfant qui ne se retrouve pas face à un tableur Excel à remplir des mots. Donc on reprend quand même en mettant quelque chose de plus punchy quand même au niveau du ton global du jeu. Et du coup, nous avons même une bande annonce. Vous avez peut-être reconnu la musique. Merci. Donc, du coup, comme vous l'a expliqué Charline, il y a bien, donc on ne s'est pas amusé à rajouter du temps de jeu. Le but, c'est pas non plus de verrouiller les enfants devant les tablettes. Donc, on a redivisé le temps d'activité rythmique pour avoir, du coup, je prends les choses dans le mauvais sens, mais donc d'abord les activités de langage de 10 minutes. Donc là, je vous ai mis un petit jeu qui s'appelle Florilège. Et 10 minutes de pratique rythmique, comme on avait pu le constater auparavant. Une des raisons aussi pour lesquelles il y a une intégration des activités de langage, ce n'est pas des exos pour le coup, c'est le fait que, comme l'a expliqué Charline, on faisait travailler les sous-jacents de la lecture, et donc même si le bénéfice clinique existait, les gens ne le constataient pas, puisqu'on ne venait pas faire travailler immédiatement les mots. Donc la répercussion sur la vie réelle de l'enfant n'était pas là, et en plus ça impliquait que derrière, de toute façon, en plus de Mila, l'enfant doit travailler des exercices d'écriture, de langage, etc. Donc c'est aussi pour répondre à des besoins tout simplement de nos utilisateurs. Donc je vais plus vous présenter du coup les activités de langage. Donc par exemple, là j'ai juste mis des exemples. Là on est sur un jeu de catégorisation par nombre de syllabes. Donc voilà, tout simplement, on peut trier les mots par nombre de syllabes. Pour la blague, avec Charline, on a passé un temps fou à se demander, par exemple, samedi, combien il y a de syllabes. On pourrait faire un vote, mais... c'est exactement le sujet qui s'est posé. Et Charline, en plus, derrière, a demandé à d'autres orthos et m'a répondu en fait, il y a autant de réponses que d'orthos, donc comme ça, c'est simple. Donc, moi, c'est vrai que j'en étais à samedi, parce que ça s'écrit samedi. Charline était en mode, non, c'est samedi. Et donc, les deux réponses sont tout à fait valables. Et on s'est dit, on va peut-être pas le demander à des enfants si on n'est pas capable de se mettre d'accord.
Du coup, on a toute une liste, tout un système de tags sur les mots pour dire tu ne poses pas la question là-dessus. Un autre type de mot, donc ça rejoint le système dans la logique de la lecture flash, mais cette fois-ci pour retrouver par le son les mots. Pareil, catégorisation, pour cette fois-ci en présence de syllabes ou pas dans les mots. Ça, c'est une autre anecdote. Je vous fais les anecdotes de développement. Je me suis rendu compte que je ne prononçais pas les E accents graves. Dans ma tête, tout fait « et », ça n'existe pas. Donc voilà, on se fait des petits, on se découvre des choses aussi en travaillant sur le domaine. Et donc ces activités-là, donc elles répondent alors, d'abord, petite précision, on a rajouté en début d'utilisation de l'application un test de positionnement qui vient servir à deux choses, à remonter un peu à la façon du T1. Vous avez vu, il y a des nombres d'items validés. L'idée, c'est cette fois-ci pas du tout dans une logique de diagnostic, mais plus pour une logique d'observation globale de l'évolution au sein du programme, de se poser la question, est-ce que sur ces items-là, il arrive mieux à trier, etc. Et comme ça, on peut, nous, de notre côté, et remonter aux parents, dire... sur la liste de mots présélectionnés par Poppins, vous avez, votre enfant, il en a eu 22 la fois précédente, là il arrive à atteindre 24. Ça ne permet pas de se positionner, de dire par rapport à un enfant neurotypique de son âge, etc. Ce n'est pas le but, c'est juste de regarder la progression. Parce que dans l'absolu, nous on est convaincus que la progression, ce qui compte c'est de progresser, c'est pas de se mettre au regard de la norme, c'est pas forcément le plus pertinent. Nous on est là pour donner un coup de pouce, pas pour évaluer. Par ailleurs, ces tests ils permettent aussi de positionner en fonction des axes. Donc tout ça, c'est des choses qui s'affinent. Là déjà, le but du test, c'est de constater est-ce que l'enfant il est à l'aise, par exemple, juste sur de la tâche de discrimination de phonèmes. Parce que s'il est bon là-dessus, ça ne sert pas forcément de reprendre le programme du début pour faire des tâches qui vont l'ennuyer, en fait, puisqu'il les maîtrise. Donc déjà, il y a le test de positionnement donc, qui permet donc, d'adapter le programme, mais il y a le programme lui-même qui vient s'adapter. Donc il y a une difficulté adaptative au sein du programme. L'idée, déjà, c'est on va regarder comment il progresse, quelle est la vitesse de progression, et configurer le jeu en fonction du besoin. Par exemple, les jeux se déclinent systématiquement en deux versions, une phase d'acquisition, une phase de renforcement, ou phase d'apprentissage ou phase d'entraînement. Par exemple, je n'ai pas forcément mis l'exemple le plus parlant, mais si on venait travailler sur les lettres, si l'enfant ne sait pas à quoi ressemble le U, ça ne sert à rien de lui dire « retrouve le U » juste en lui disant « U ». Donc il y a toujours une phase d'exposition à la fois graphique et sonore de ce qu'il doit retrouver dans une tâche de retrouver, bêtement. Puis une deuxième phase qui cette fois-ci est vraiment en entraînement, c'est-à-dire retrouve le mot court, cette fois-ci on ne l'a que au son, on doit le retrouver à l'écrit. Pareil, ça c'est plus, donc ça c'est les éléments les plus évidents, mais il va de soi que le choix des items, des distracteurs, au début ça va être retrouve nous, et puis en face on va mettre artichaut et brocoli. Bon, déjà rien qu'au compte de syllabes on retrouve lequel est le plus court. Puis au bout d'un moment ça devient retrouve le mot nous. Et puis en face, il va y avoir court, mou, nous, bout, enfin voilà. Là, ça devient plus dur. Donc là, pareil, le jeu il vient s'adapter là-dessus pour arriver vraiment dans les situations de plus en plus complexes. Le programme qui est fait par Charline aussi a cet énorme avantage. Des fois, l'acquisition des compétences en orthophonie ou en lecture, elles ne sont pas linéaires. On peut avoir un enfant qui va particulièrement buter sur le « wa » et en fait pas du tout sur le « ouin » ou sur d'autres syllabes plus complexes. Donc le jeu, il a ce rôle aussi de ne jamais mettre l'enfant dans une situation d'échec trop longtemps. C'est-à-dire c'est intéressant de s'entraîner. Effectivement, dans l'entraînement, on est obligé de se retrouver dans des situations d'échec. Le but, c'est pas de le bloquer 4 mois à lui dire « bon, wa, tu comprends pas wa, continue ». Enfin non, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Donc on laisse, on passe à autre chose, on attend une période. C'est là aussi où le principe de cycle entre en jeu. On laisse reposer. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, je viens du jeu vidéo, donc mon exemple vient du jeu vidéo, mais je suis très mauvais, j'arrête, je reviens 3 mois plus tard et je maîtrise le truc. Voilà. Des fois, il se passe des choses aussi en sous-jacent qui ne sont pas forcément maîtrisées et mieux vaut miser là-dessus que de persécuter l'enfant en fait, tout simplement.
Difficulté adaptative, donc il y a bien un intérêt thérapeutique, il y a aussi l'intérêt du renouvellement de l'intérêt. Parce que le but, comme on vous l'a dit, c'est qu'il ne s'ennuie pas, qu'il ne soit pas sur de la redondance. Donc, par exemple, là, on va solliciter dans ce jeu-là, bon, sur une image fixe, ce n'est pas forcément très flagrant, les lits vont se mettre à bouger de plus en plus vite, etc. Donc, il va aussi y avoir ce rôle de taper le plus rapidement possible, de le retrouver, de le capter, de l'attraper, etc. Donc, ça vient renouveler l'intérêt et ça vient aussi faire travailler, comme le disait Charline, les compétences visuo-attentionnelles. Donc l'idée, c'est à la fois pour des besoins thérapeutiques et à la fois pour des conforts d'utilisation, parce que ça on ne l'a peut-être pas précisé, mais la durée d'utilisation, elle est laissée au choix. S'il y a encore une marge de progression, autant continuer. Parfois aussi, le programme il est prévu pour ça. Peut-être qu'on peut valider l'ensemble des compétences, mais quand même conserver le jeu pour continuer bêtement de renforcer derrière, de continuer de pratiquer, etc. C'est comme, je vous fais un coup, je viens de la musique, l'autre coup je viens du jeu vidéo, donc cette fois-ci je viens de la musique. Pour avoir arrêté de pratiquer le piano pendant 2 ans, c'est important de continuer de pratiquer les tâches, parce que quand on récupère, c'est complexe. Donc ça aussi, ce rôle-là, c'est de renouveler l'intérêt pour pas aussi abîmer la performance thérapeutique juste par l'ennui de l'enfant. La suite, donc là on vous a présenté un peu le nouveau programme. Il y a 2 choses qui viennent ensuite. Comme l'a dit Charline, la recherche... Ouais. Ah on va faire vite. Très vite, punchy. Donc, la suite, donc comme l'a dit Charline, il y a des choses qu'on aimerait bien creuser aussi, parce que une étude c'est bien, mais 2 c'est mieux. Nous on va intégrer dans le jeu déjà plus de jeux pour augmenter la variété et pour augmenter le nombre de tâches travaillées. C'est vrai que là, les jeux qu'on vous a présentés, c'est des jeux très épurés, catégorisation et retrouvage de mots. L'idée aussi, c'est de mettre les tâches orthophoniques sous des formats peut-être plus variés, plus intéressants, mots mêlés, memory, etc. Et aussi d'aller solliciter d'autres compétences que celles qui sont déjà sollicitées dans les jeux présents. Au niveau du rythme, on ne veut pas s'en arrêter là. C'est vrai qu'on est très satisfait des résultats, mais on voudrait aller plus loin. Déjà, on voudrait intégrer des exercices de lecture et des exercices d'écriture, parce qu'une des questions qui vient se poser assez légitimement, c'est est-ce qu'il y a une transférabilité de j'arrive à produire de la musique parce que je lis une partition, est-ce que j'arrive à produire verbalement quelque chose qui est écrit, est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Donc tout ça, c'est des choses qui vont être implémentées parce que dans tous les cas, elles font travailler ce qui est déjà travaillé dans Mila et ça apporte de la variété. Mais c'est des choses du coup qui vont être analysées. Merci. Et on va démarrer une 2e étude. Voilà. Parce que du coup, on a fait... Alors, j'ai l'appelé Popine 02, un coup Popine 01. Excusez-moi, c'est le temps qu'on se mette tous d'accord si on reste en 2, en 1. Mais l'idée est là. Alors, il y a... Donc, même si c'est un très grand niveau de preuve, la première étude qu'on a faite, n'empêche qu'une seule, c'est jamais suffisant. On a envie d'aller plus loin. Et puis, donc on veut évidemment confirmer ces résultats. Donc, il va falloir qu'on revoie ça. Et puis, il y avait quand même ce dont on a parlé, c'est que c'était des enfants sans prise en charge en orthophonie. Donc, il y a quand même une question, c'est comment ça se passe, en fait, quand le jeu il est utilisé par des enfants qui sont pris en charge en orthophonie, ce qui devrait être normalement, on l'espère en tout cas pour les enfants, une majorité d'entre eux. Il y a des vraies questions qui se posent aussi de la synergie entre la prise en charge en orthophonie et l'utilisation de ce type de jeu. Parce que là, actuellement, les orthophonistes, on les voit à peu près 1 fois par semaine, généralement en langage écrit, 2 fois quand ça se passe bien, rarement plus, sauf qu'on est en train de parler de prise en charge intensive, c'est compliqué à mettre en place. Moi, alors là, c'est une supposition, évidemment, c'est ce qu'on aimerait voir dans la prochaine étude. Il y a de grandes chances que les 2 cèdent, parce que forcément la prise en charge en orthophonie va trouver un relais à la maison, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'avoir un relais à la maison sans quelqu'un pour venir faire le point régulièrement, encourager l'enfant, réussir à faire du lien avec la vie en général, ça paraît aussi un peu en dehors de la vie réelle. Donc est-ce que finalement les 2 céderaient pas à être utilisés ensemble ? Donc c'est un peu la question qu'on se pose. Donc du coup, pour la prochaine étude, ce qu'on voudrait, c'est faire utiliser une nouvelle version de l'application par des enfants qui donc ont un trouble spécifique des apprentissages en lecture, qui sont suivis en orthophonie, et on leur fera essayer pendant 3 mois. On va essayer de faire une comparaison orthophonie 1 fois par semaine versus orthophonie 1 fois tous les 15 jours, plus l'application. Le but du jeu, c'est juste de voir si, avec l'app,
on arrive à induire un relais à la maison qui est suffisant pour que l'enfant progresse au moins autant que s'il avait eu de l'orthophonie une fois par semaine. Le but du jeu étant de vérifier si les deux s'entraînent et s'aident, si c'est suffisant, et si on peut du coup espérer, avec l'application, venir renforcer quelque chose qui est déjà en place. Donc ça, c'est un peu les questions qu'on va se poser dans la prochaine étude.